le recours aux corticoïdes dans la prise en charge du patient diabétique de type 2 est une situation fréquente et la gestion de la glycémie est une problématique qui a été rencontrée par nos confrères durant cette épidémie du Covid, je suppose. Nous appelons donc le docteur Kafi pour nous présenter la façon de gérer le diabète sous corticoïdes. Merci, docteur Mftah. Merci au comité d'organisation de m'avoir invité pour parler de ce motif très fréquent en consultation de diabétologie. Donc, c'est la gestion du diabète sous corticoïdes. Donc, comme vous savez, les corticoïdes sont l'une des molécules les plus prescrites. Donc, ça représente 25 à 40% de la prescription hospitalière. Mais malheureusement, ils sont aussi la première cause d'hyperglycémie iatrogène, donc responsable de 3% des nouveaux cas de diabète par an et de diabète chez 50 à 70% des patients hospitalisés non diabétiques. Cette hyperglycémie, même transitoire, sera responsable de beaucoup d'effets délétères, donc comme la prolongation de la durée d'hospitalisation, l'augmentation du risque infectieux et des rejets de greffe et globalement de la morbimortalité. Une petite précision sur le plan terminologique. Donc, si votre patient n'est pas connu auparavant diabétique et qu'il présente un déséquilibre sous corticoïdes, on va appeler cette situation un diabète cortico-induit. Par contre, si votre patient il a déjà un diabète connu, on va parler d'hyperglycémie cortico-induite ou bien de diabète cortico-aggravé. Pour la physiopathologie, elle est plurifactorielle. Donc, nous avons l'insulinorésistance hépatique, on a la stimulation de la lipolyse qui va aggraver cette insulinorésistance hépatique et même musculaire. Cette insulinorésistance musculaire, c'est le résultat des effets directs de la corticothérapie, mais aussi de la protéolyse musculaire. Au niveau digestif, on a une altération de l'effet incrétine et même donc, au niveau pancréatique, on aura une inhibition de la sécrétion insulinique par les cellules bêta et une stimulation de la sécrétion du glucagon par les cellules alpha. Donc, quel sera l'effet sur notre profil glycémique ? En fait, ça dépend de la pharmacocinétique du corticoïde prescrit. Je m'explique, par exemple, pour les corticoïdes à courte durée d'action, on aura une ascension rapide de la glycémie avec une baisse rapide aussi. Par contre, pour les corticoïdes de durée d'action intermédiaire, donc les plus communément utilisés, on aura une ascension à partir de 4 heures. Donc, c'est le début d'action de ces corticoïdes, avec un pic environ à 8 heures et une disparition de cet effet vers 12 heures à 16 heures de la prise du corticoïde. Pour les corticoïdes de longue durée d'action, donc la dexaméthasone, on aura relativement une hyperglycémie stable donc, durant la journée et prolongée. Donc c'est ce qu'on voit dans cette étude qui compare des sujets sains donc en bas à des patients non diabétiques mis sous prédnisolone le matin. Vous voyez qu'à partir de midi, donc c'est ce qu'on vient de voir, à partir de 4 heures de la prise, les courbes vont commencer à se dissocier. Cette hyperglycémie va se maintenir pendant 12 à 16 heures et puis disparaître et revenir à la normale durant la nuit. Quels sont les facteurs de risque ? C'est important parce que ça va guider notre dépistage. C'est la présence d'un diabète préexistant ou d'un prédiabète. C'est tous les facteurs que vous connaissez, les facteurs de risque de DT2. C'est une histoire antérieure d'hyperglycémie sous corticoïdes, l'association à un traitement immunosuppresseur et l'importance de la dose de corticoïdes. Donc, il y en a ceux qui disent à partir de 0,5 unités kilo, il y en a ceux qui disent à partir de 20 à 30 mg jour de prédnisone, mais sachez que toute dose supraphysiologique, c'est-à-dire supérieure à 5 mg jour de prédnisone, peut être pourvoyeuse de diabète cortico-induit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le diagnostic ?
Si on revoit les critères classiques de définition du diabète, la glycémie à jeun, elle est de faible sensibilité. C'est ce qu'on voit dans cette étude. Donc, on a pris une population contrôle sans corticoïdes. On voit que la glycémie à jeun, elle est discriminative entre une personne non diabétique et une personne avec des T2. Malheureusement, ce n'est pas le cas en cas de diabète cortico-induit. Vous voyez qu'il y a un chevauchement important entre les glycémies entre une personne non diabétique et une personne qui a un diabète cortico-induit, ce qui veut dire que ma glycémie à jeun a une faible sensibilité et probablement devant une hyperglycémie à jeun chez un patient sous corticoïdes, probablement il s'agit d'un diabète préexistant. Pour les autres marqueurs, l'HbA1c aussi, elle a une faible sensibilité, mais son intérêt, c'est pour l'identification des patients avec diabète préexistant. La GPO aussi, elle est peu sensible, tout simplement parce qu'on l'a fait le matin en dehors de la période d'action de notre corticoïde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous du pic d'action donc à 8 heures, qui va correspondre à la GPP du déjeuner. Donc, c'est la glycémie la plus sensible que l'on va cibler dans notre dépistage. Est-ce qu'on va dépister tout le monde? La réponse est oui pour tous les patients hospitalisés et en ambulatoire si facteur de risque. Bien sûr, chez les patients déjà diabétiques, il faut renforcer l'autosurveillance. Et une notion importante pour faciliter notre diagnostic, c'est que le diabète cortico-induit, il apparaît 1 à 2 jours après le début du traitement chez 94% des cas. Donc, d'où les recommandations retenues. Donc, on précise qu'un patient non diabétique qui maintient sur une durée de 48 heures des glycémies capillaires normales, définies donc en ambulatoire par un seuil inférieur à 1,80 et en hospitalier inférieur à 1,40, on va arrêter le monitoring parce qu'on sait que ce patient ne fera pas un diabète cortico-induit. Par contre, si votre patient fait 2 glycémies capillaires supérieures à 2,20 en ambulatoire ou bien en hospitalier une préprandiale supérieure à 1,40 ou bien à tout moment supérieure à 1,80, là, il faut commencer le traitement. Je passe sans plus tarder à la prise en charge du diabète cortico-induit. Donc, quelle place pour les antidiabétiques oraux? En pratique, donc, leur place elle est réservée au déséquilibre mineur, donc défini par des préprandiales inférieures à 2 grammes. Quelles sont les molécules à utiliser? Donc, on va privilégier les molécules à courte durée d'action, celles qui agissent sur la GPP. Donc, ça sera les inhibiteurs des PP4, les glénides et les sulfamides, mais à courte durée d'action. Donc, c'est précisé dans le consensus britannique, c'est le glyclaside à courte durée d'action à donner en monodose le matin. Donc, même si on augmente la dose, ça sera en monodose le matin. Pourquoi ce rôle limité des ADO? Tout simplement parce que leur pharmacocinétique est différente de celle des corticoïdes. Ils ont un faible pouvoir hypoglycémiant et on sera limité dans la titration quand on sera amené donc à dégraisser les doses des corticoïdes. Aussi, on a une association fréquente de contre-indications chez les patients sous corticoïdes, donc à savoir l'hypoxie et l'insuffisance rénale, entre autres. Et même sur le plan expérimental, donc les études dont on dispose, elles sont de faibles effectifs avec un taux d'efficacité faible et inconstant. Donc vous comprenez que le traitement de choix, ça va être l'insuline. Pourquoi? Parce qu'elle a un effet rapide et puissant avec une pharmacocinétique comparable à celle des corticoïdes et surtout cette grande flexibilité. Parmi les insulines, donc, on a l'AMPH, donc, qui a une pharmacocinétique exactement similaire à celle des corticoïdes à durée d'action intermédiaire, ce qui permettra d'agir sur l'hyperglycémie et d'éviter l'hypoglycémie quand on n'aura pas d'effet du corticoïde. Donc, cette étude, entre autres, elle illustre cette efficacité de la MPH. Donc, c'est un groupe de patients qui ont présenté un diabète cortico-induit sous prednisolone.
Donc, on a séparé donc, deux groupes, un groupe contrôle mis sous basal bolus seul et un groupe interventionnel sous basal bolus plus MPH. Qu'est-ce qu'on a démontré dans les résultats? On a démontré que pour des besoins insuliniques similaires, on a un meilleur contrôle glycémique avec la MPH et sans majoration du risque hypoglycémique. Ça ressort dans les guidelines de l'ADA, donc qui précise qu'en utilisant une corticothérapie à durée d'action intermédiaire, l'approche classique, c'est la prescription de la MPH qui est administrée à la même dose, à la même heure de la prise de corticoïdes. Par contre, si notre corticothérapie elle est de longue durée d'action, donc avec cette hyperglycémie stable et prolongée, on peut utiliser les analogues lents, mais à administrer le matin. Pour l'initiation, donc le calcul des doses, il va dépendre du poids de votre patient et de la dose de la corticothérapie, donc de 0,1 à 0,4 unités kilo. Mais faites attention, chez un sujet fragile, âgé ou insuffisant rénal, il faut réduire ces doses. La titration, bien sûr, ça va se faire sur les glycémies préprandiales du dîner. Et si, malgré une basale bien titrée, on garde des glycémies postprandiales élevées, là, on doit passer au schéma basal bolus. La particularité du schéma basal bolus dans le diabète cortico-induit, c'est que ce n'est pas la répartition habituelle, 50% basal, 50% rapide. On le voit dans cette étude rétrospective, donc on a pris les patients qui ont fait un diabète cortico-induit donc sous prédnisone, je pense encore une fois, et on a comparé les deux groupes, ceux qui ont atteint un bon équilibre glycémique par rapport à ceux qui n'ont pas atteint un bon équilibre glycémique. La différence, c'était que le groupe avec un bon contrôle avait beaucoup moins de basal et beaucoup plus de rapide. Encore une fois, c'est ce que ressort dans les guidelines, donc, qui précise que la répartition va se faire avec 30 à 35% de basal et 65 à 70% sous forme de bolus. Donc, par la suite, on va dégraisser les doses des corticoïdes, donc on aura un risque hypoglycémique si on ne réduit pas les doses d'insuline. La méthode rapide pratique que vous pouvez utiliser pour faire cette diminution, c'est de réduire la dose d'insuline de 0,1 unité kilo pour chaque 10 mg de prédnisone, ou bien en pourcentage, donc de réduire la moitié du pourcentage du corticoïde réduit. Par exemple, si vous réduisez votre corticoïde de 20%, il faut réduire l'insuline de 10%. Bien sûr, après arrêt de la corticothérapie, il faut réévaluer nos patients à distance par une HbA1c à 3 mois ou bien une HGPO à 6 semaines. Je passe à la prise en charge rapidement du diabète préexistant. Pour le diabète de type 1, donc on a deux options thérapeutiques, soit rajouter une MPH au schéma basal bolus, oui, donc on rajoute une MPH, c'est ce qui est préconisé par l'ADA, ou bien si vous voulez garder votre basal bolus, de calculer l'incrément, donc comme pour l'initiation, et de le répartir selon le type de corticoïde. Donc à durée d'action intermédiaire, on va le répartir sur les rapides, et si c'est à longue durée d'action, ça sera 25% de basal et 75% de rapide. Donc, chez les patients DT2 sous ADO, on va garder les ADO en l'absence de contre-indication et essayer même de les maximiser. Sinon, si ça ne donne pas, on rajoute soit une MPH ou bien un analogue lent. Chez les DT2, donc sous insuline basale, c'est selon le type, soit rajouter une MPH ou bien pour les longues durées, calculer l'incrément et le rajouter à la dose de basal. Et pour les DT2 sous basal bolus, donc ça sera la même chose que pour les DT1. Je termine avec quelques précisions donc, dans le consensus britannique chez les populations particulières. Donc, la femme enceinte, où l'indication principale, c'est pour induire la maturation pulmonaire fœtale avec 2 doses de bêta-méthasone. Il faut savoir que l'effet sur la glycémie n'est significatif que si votre patiente elle présente déjà un diabète. Dans ce cas, on propose 2 schémas thérapeutiques, c'est l'infusion intraveineuse continue ou bien la pompe à insuline. Pour l'infusion continue d'insuline, il faut garder à côté votre insuline basale et même les rapides si votre patiente s'alimente.
Surveiller la glycémie d'une façon horaire avec des objectifs de 0,70 à 1,40. Bien sûr, surveiller la kaliémie aussi et poursuivre cette infusion jusqu'à 24 heures après l'arrêt de la corticothérapie. Donc, pour l'ajustement des débits, il y a des protocoles standardisés qu'on va utiliser. Sinon, pour la pompe à insuline, il faut majorer vos besoins d'à peu près 40 à 50%. Et si le contrôle reste non optimal, défini par 2 glycémies consécutives supérieures à 1,40, il ne faut pas s'amuser, il faut passer à la voie intraveineuse. Je termine avec les patients avec cancer sous chimiothérapie. Donc, c'est une situation fréquente avec les corticoïdes qui sont prescrits à visée palliative. Là, on a 2 particularités. La première, c'est qu'il faut simplifier le plus votre schéma thérapeutique, donc privilégier les ADO après discussion avec le patient, sa famille et son oncologue traitant, et que pour les objectifs, on sera large, donc entre 6 et 15 millimoles par litre, donc à peu près 1,10 à 2,50 grammes par litre. Je conclue avec 3 messages clés à retenir. Élaborer et établir le diagnostic du diabète cortico-induit, c'est surtout savoir comment et quand rechercher l'hyperglycémie. Rappelez-vous de cette GPP du déjeuner. Pour la prise en charge, quels sont les facteurs déterminants dans la prise en charge? Donc, ils sont liés aux corticoïdes, donc quel type, quelle dose et à quel horaire. Et aussi lié au terrain. Donc, quelle est la pathologie sous-jacente? Donc, une femme enceinte, un sujet avec cancer et un sujet jeune sans complications, je n'aurai ni les mêmes modalités thérapeutiques, ni les mêmes objectifs. Il faut prendre en considération aussi votre type de diabète et son traitement antérieur. Et enfin, donc, la MPH, c'est une excellente arme thérapeutique, malheureusement sous-exploitée. J'espère donc qu'après cette présentation, nous allons tous essayer de la prescrire. Merci pour votre attention.